d'histoire sont bien. Au rythme de rencontres, d'échanges. La grande fête annuelle de l'histoire et des passionnés de l'histoire. Enseignants, chercheurs, Le grand lieu d'expression et de débat lecteurs, amateurs, sur tout ce qui se dit, curieux, rêveurs, sur tout ce qui s'écrit, qui aident à prendre la mesure des choses À éclairer le présent et l'avenir. dans l'espace et dans le temps. L'état actuel des recherches sur la place des femmes dans ces jeux traditionnels, où là, il y a très très peu de recherches. Donc déjà, jeux traditionnels, il n'y a pas de recherche. Alors si en plus, on met la place des femmes là-dedans, donc on arrive à pas grand-chose, mais enfin, on va quand même essayer d'en parler, jusqu'au sport actuel, donc au sport moderne. Alors la première remarque qu'on peut faire, c'est que les activités physiques et sportives sont régies par les institutions culturelles et sociales. Donc elles appartiennent à un monde particulier. Qu'elles soient importées, donc à ce moment-là on a une société d'accueil, ou que la société ait créé ses propres jeux. Donc il y a une relation de dépendance et, à contrario, donc interdépendance, les jeux reproduisent les modèles de la société. Alors maintenant, la question qui est posée, c'est est-ce que la place des femmes dans une société se répercute dans les jeux ? Et éventuellement, est-ce que si on a des femmes dans des jeux, eh bien, ça améliore leur position sociale. Donc c'est toute la problématique, et cette problématique, elle n'a pas été étudiée, ou si peu, notamment dans les jeux traditionnels. Alors la place des femmes dans le sport, ça on a des choses à dire, on le travaille depuis un certain temps, mais on va voir que finalement la place des femmes, elle existe dans le sport, les sports dits modernes, elle existe depuis peu de temps en fait. 96, il y a eu une première conférence sur qu'est-ce qu'on fait des femmes aux Jeux Olympiques. Elles appartenaient déjà, elles pratiquaient aux Jeux Olympiques, mais là, en 96, on s'est posé la question de dire bon, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse vraiment quelque chose. 96, c'est relativement récent. Donc, la première chose qu'on va faire rapidement, c'est se mettre au clair sur les définitions entre les jeux sportifs institutionnels et les jeux sportifs traditionnels. Donc ici, on est dans un registre corporel, c'est-à-dire on laisse de côté tous les jeux de hasard. Donc sur les jeux sportifs institutionnels, ce sont des jeux qui ont été institutionnalisés, c'est-à-dire la société, l'institution a décidé qu'ils allaient changer de statut et donc ils deviennent des sports. Alors, ça tient à quoi ? Ça tient à la réglementation, la codification et puis la création d'une fédération. Donc là, on est dans une structure fédérale et une structure sportive. Les jeux traditionnels, eux, ils n'ont pas de fédération et ils évoluent, bon gré mal gré, en fonction des tribus, des sociétés qui les accueillent. Donc on n'est pas sur le registre de la performance, on n'est pas sur le registre de la codification. Quel règlement ? Le règlement, il varie d'une société à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une ethnie à l'autre. Alors que le sport, si vous faites du foot au Brésil, en France ou n'importe où, il est extrêmement codifié, y compris dans la tenue. On a une codification extrême, puisque dernièrement, il y a eu un conflit avec une tribu africaine qui n'avait pas respecté les maillots officiels. Donc ça va vraiment jusqu'à l'extrême. Alors que le jeu de marelle, jusqu'à présent, je ne connais pas de fédération internationale du jeu de marelle, ni de compétition. Alors, il reste à créer si vous avez envie d'être président d'une fédération internationale. Donc voilà, jeux traditionnels, institutionnels, jeux traditionnels et jeux institutionnels. Donc les sports et les jeux traditionnels. Ces jeux traditionnels, ils permettent de répercuter toutes les caractéristiques ethniques et toutes les traditions, plus que ne le fait le sport, puisque le sport, on peut même parler de mondialisation sportive. Donc là, on reproduit les structures de la société d'accueil, on reproduit toutes les croyances, et on verra que les jeux jouent sur la fertilité, les pratiques mortuaires, etc., etc. Alors, on va essayer de placer les femmes. Alors la première partie, ça sera les jeux traditionnels et les femmes. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur leur place dans les jeux traditionnels ? Alors les jeux traditionnels, il faut savoir d'abord que on a très peu de données. Alors là, je me dédouane pas. Donc, mais très peu de données, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on prend les autochtones d'Amérique du Nord, c'est ceux que je connais le mieux, les premiers qui sont venus sont les colons. Mais les colons, bon, la société, les tribus qu'il y avait, ça les intéressait pas, hein, ou si peu, à peine pour survivre. Mais disons que l'analyse des tribus les intéressait pas. Donc après, on a des missionnaires, on a des militaires qui sont venus et quelques historiens. Après, on a des ethnologues, anthropologues. Ces gens-là, ils ont relevé des données, mais ces gens qui venaient de l'ancien monde, de l'Europe,
ben, il ne faisait que de prendre comme modèle le modèle dominant européen. Et c'était quoi? C'était l'homme, la place de l'homme. Donc qu'est-ce qu'ils allaient chercher en Amérique? C'est que fait l'homme? Quelle est sa place? Est-ce que c'est un chasseur? Est-ce qu'il est chef de tribu? Et en fait, il y a très très peu de données sur les femmes, parce que c'était passé par le prisme déformant des valeurs de l'Europe. Donc finalement, les quelques informations qu'on a, ben, c'est à partir de ça qu'on essaie de se baser pour savoir si oui ou non les femmes avaient une pratique sportive. Alors on sait que certaines ethnies indiennes étaient basées sur le système du matriarcat, avec des chefs femmes. Alors même si c'était pas des chefs dans le sens de guerriers, mais celles qui détenaient le pouvoir économique. Donc, nerf de la guerre, quelque part. Donc là, on s'est dit, ben, finalement, si elles ont ce pouvoir économique, est-ce qu'il y a une répercussion dans leurs jeux? Et on se rend compte que finalement, il y a des jeux. Puis de temps en temps, on découvre que ceux qui ont analysé les pratiques rituelles, les pratiques religieuses, eh ben, on découvre que des femmes étaient dans des courses, puis on verra, étaient aussi au centre du religieux, par exemple du chamanisme et de tous les rites qu'on connaît à l'heure actuelle. Alors, le premier exemple qu'on va prendre, c'est celui des jeux de balles. Alors les jeux de balles, c'est si on regarde toutes les ethnies, les peuples premiers, appelez ça comme vous voulez, on trouve les plaisirs des jeux de balles, comme en Europe, comme en Occident. Donc, on a trouvé des traces, des vestiges. Si vous prenez tout ce qui est Mexique, il y a les fameux jeux où il fallait faire passer cette balle en caoutchouc, où on devait frapper qu'avec avec le bassin. Donc là, on n'a pas de traces de femmes. En revanche, si on remonte et on prend le continent donc nord-américain, y compris les Inuits, c'est-à-dire les tribus du Nord, les Esquimaux, on se rend compte que les femmes pratiquaient et elles avaient même leur propre jeu. Et il y avait un jeu, le jeu de la double balle. Les femmes avaient un bâton en forme de fourche et elles s'envoyaient 2 balles qui étaient reliées par une lanière de cuir. Alors c'était 2 balles ou 2 morceaux de bois. Et alors on a appelé ça le jeu des testicules, en relation bien entendu à la forme des mains. Et c'était un jeu qui était typiquement féminin. Donc elles se le lançaient et il fallait l'amener jusqu'à une certaine zone. Alors ce qui est intéressant si on analyse un peu ce jeu, c'est que les femmes pénètrent un monde qui est particulier aux hommes, c'est les jeux de balles, parce qu'il y a énormément de quantité de jeux de balles chez les Indiennes d'Amérique du Nord, joués par des hommes. Donc là, elles ont un espace d'expression, mais en plus, elles ont colonisé à leur manière, c'est-à-dire qu'elles ont créé leur propre jeu. Donc ça, c'est une première analyse qu'on a pu faire, qui est intéressante. Et ce jeu existe encore, il est pratiqué, bon, il est plus ou moins modernisé. Et on s'est rendu compte aussi que, hormis le plaisir du jeu, on lui donnait des fonctions. Donc chez les femmes, il y avait les problèmes de fertilité. Donc si on avait des problèmes de fertilité, on mettait en œuvre un jeu et qui était plus ou moins faussé. Donc Lévi-Strauss a étudié ça, c'est-à-dire qu'en faisant gagner quelquefois un camp par rapport à un autre, on faisait gagner le camp de la fertilité. Donc ça a été une analyse. On a montré aussi que les femmes l'utilisaient à des fins curatives et préventives des maladies. On a aussi des relations avec tout ce qui est problèmes climatiques. Donc si on a trop de pluie, on a envie d'un peu de soleil, et ça c'était lié aussi à l'agriculture. Et donc on avait cette fonction-là. Toute cette fonction religieuse, puisque le religieux était aussi important, enfin c'était le spirituel était dans la vie de tous les jours, les femmes, on a pu montrer à travers notamment un texte sacré qui est le texte de Black Elk, qui est un chaman Sioux, qui a été le premier à discuter avec des Blancs et à écrire, finalement, à mettre sur papier de quoi se composait la spiritualité indienne. Et il a montré que, première chose qui est importante pour nous, historiens du sport, c'est que les jeux avaient une place sacrée importante. Donc on accordait beaucoup plus d'importance qu'on en accordait dans l'ancien monde. Donc les jeux avaient une place sacrée, ils étaient à l'origine du monde. Il explique par exemple qu'à l'origine du monde, il y avait un jeu, on lançait une balle, et la balle symbolisait toute la spiritualité et les pouvoirs des dieux, et que le but des hommes, c'était de s'accaparer, de rentrer en contact avec cette balle, pour justement rentrer en contact avec le dieu. Donc il y avait cette métaphore du jeu, et ce qui est intéressant pour nous, c'est que qui lançait cette balle à l'origine, c'était une femme. Donc elle était au centre du spirituel, du religieux, y compris donc dans ce jeu-là. Donc on retrouve un peu le double intérêt.
Mais il faut pondérer ça parce que si on est un petit peu plus pragmatique, dans les jeux de tous les jours, comme le spirituel était extrêmement important, avant chaque jeu, comme nous, il y aurait une préparation physique, spirituelle, psychologique, tout ce que vous voulez. Eh bien, on s'est rendu compte que les femmes n'avaient pas leur place. Et par exemple, que si un homme était avec une femme enceinte, il ne devait pas la toucher avant le jeu parce qu'on pensait que la femme était minée, sa force était minée par l'enfant et que donc elle allait contaminer l'homme. Au même titre qu'il y avait de l'abstinence sexuelle. Alors ça, c'est au goût du jour. Est-ce que les sportifs de haut niveau ne doivent pas avoir de rapport ou pas? Les Indiens, ils avaient tranché, pas de rapport 15 jours avant, 15 jours après. Donc là, tout ça parce que le jeu était associé à la force, à la virilité, et que les femmes n'avaient pas cette image-là, et que donc il ne fallait pas rentrer en contact avec l'autre sexe. Et la dernière chose aussi, c'est par exemple les crosses qui étaient sacrées, les femmes ne devaient pas les toucher. Donc si une crosse dans un jeu, le jeu de crosse par exemple, si une femme touchait la crosse, elle pouvait être sanctionnée. Et l'homme aussi pouvait être sanctionné. Donc retiré du jeu, banni de la tribu, ça peut aller très très loin. Donc il fallait absolument pas qu'il y ait de contact féminin. Donc finalement, on se rend compte que elle a une place, et puis peut-être d'un point de vue pragmatique, dans le jeu, elles ont leur jeu, mais elles sont aussi écartées du spirituel. Donc la question est complexe. En fait, il y a d'énormes travaux à mener là-dessus, notamment sur les articles de première main dont on dispose, et essayer un peu de comprendre comment fonctionnent ces sociétés. Alors, le deuxième exemple qu'on peut prendre, c'est celui des courses. Alors, il existait beaucoup de courses, et là, par contre, on retrouve, là c'est beaucoup plus net, les femmes participaient à tout type de courses. Alors, à l'origine, si on prend par exemple la Grèce, on a le mythe d'Atalante qui était une coureuse réputée dans la mythologie, et qui avait juré d'épouser qu'un homme qui pourrait la battre à la course. Puis beaucoup se sont essayés, et puis comme ils perdaient la vie du même coup. Puis jusqu'au jour où il y en a un, Milanion, qui s'est fait aider, et qui a, en trichant un peu, avec 3 pommes d'or, les a laissés tomber dans la course, et puis Talente s'est arrêté pour les ramasser, donc a perdu du temps, donc du coup a perdu la course, et a pu épouser le fameux. Alors, est-ce qu'elle a fait exprès ou pas? Ça, on ne sait pas. Pour certains auteurs, c'était fait exprès. Enfin, bref. Donc, on retrouve, un peu comme à l'origine de la spiritualité indienne, on retrouve une femme, là, ici, dans cette mythologie. Au Moyen-Âge, donc, en Europe, il y avait beaucoup de fêtes qui comprenaient des courses. Alors, il y avait tous les jeux traditionnels, et il y avait des courses dans lesquelles les femmes participaient. On appelait ça les courses de la bergère ou les courses de la robe. Parce que souvent, c'était des bergères qui participaient. Course de la robe, parce que parmi les prix les plus prisés, c'était des robes. Et on retrouve ça parce que ces jeux ont été amenés aux États-Unis. On les retrouvera après. C'est les militaires américains qui organisaient des courses, notamment pour les autochtones. Et c'était très prisé parce que les femmes indiennes pouvaient avoir des tissus et puis toutes les verroteries dont elles avaient besoin qu'elles n'avaient pas sur place. Puis petit à petit, ces courses sont devenues de plus en plus importantes, notamment en Allemagne, en Angleterre, en Écosse. Et puis ça a donné naissance à un mouvement qui s'appelle le pédestrianisme, donc du mot pied, latin. Et c'est des courses, et en fait, c'est les ancêtres des courses sportives actuelles, compétitives. Qu'est-ce que ça a donné? Vers le 17e, 18e, le pédestrianisme est devenu très très important. Donc il y avait des courses, des paris là-dessus, et on faisait même venir des autochtones qui étaient réputés pour leurs courses. On les amenait en Europe et on pariait sur eux. Et là, les femmes ont disparu. C'est-à-dire que là, on est rentré dans un aspect sportif, donc institutionnel, ce fameux sport institutionnalisé. Et là, hop, on retire les femmes. Donc voilà, la naissance du sport, 18e, 19e siècle, a éjecté les femmes des pratiques. Alors, pour garder l'exemple des Indiens d'Amérique du Nord, on retrouve des courses chez quasiment toutes les tribus. Alors, chez les Tarahumara, c'est des tribus du Mexique, des hauts plateaux qui sont réputés pour leurs courses. Les femmes couraient sur des distances extrêmement longues et sur des temps extrêmement longs. Elles pouvaient courir, par exemple, toute une journée ou enchaîner 2-3 jours de course. Et alors, elles étaient réputées pour la fameuse course avec balle. Donc, c'était une balle qu'elles faisaient en bois, dans laquelle elles tapaient.
Et elle parcourait des kilomètres comme ça, alors les hommes aussi avaient accès, mais il y avait une égalité, une parité dans les courses des hommes et les courses des femmes. Donc ici, on a des traces et on a beaucoup de récits de missionnaires en disant que beaucoup de paris étaient joués sur ces courses-là, ça amenait beaucoup de joie, de festivité, tout ce que vous voulez. Donc c'était un moment très très fort dans la vie communautaire. On retrouve aussi ces jeux, alors là, avec un aspect un peu plus rituel chez les Apaches. Donc on passe la frontière, on se retrouve au Nouveau-Mexique, et on a des courses. Alors là, c'était des courses cérémonielles, c'est-à-dire que pour faire passer les femmes ou les jeunes filles, les adolescentes, c'était un rite d'adolescence. Pour les faire passer à l'âge adulte, il y avait une course. Donc elles devaient courir. Alors il y avait un tipi cérémoniel qui était dressé, dans lequel on les préparait. Et puis, dans la nuit, des hommes déguisés qui incarnaient les divinités descendaient au sein de la tribu pour aider les femmes. Et là, c'était le signal pour elles de courir. Et donc, elles partaient courir toute la nuit. Donc, elles avaient une course. Et plus la course était longue, plus longue et belle serait leur vie. Donc, il y avait ce rapprochement qui était fait. Et afin que, si vous voulez, tout cet aspect positif que pouvaient amener les courses des adolescentes rejaillisse sur la tribu, des membres de la tribu couraient avec elles et les encourageaient. Parce que non, mais si plus tu vas loin, plus la course sera belle, mais plus nous, on pourra en profiter, puisque on est dans une société où c'est la communauté qui prime sur l'individualisme. Donc, on a ici des sources sur la place des femmes d'un point de vue cérémoniel. On retrouve aussi sur les capacités athlétiques, on a plein de récits. Crémony, c'était un militaire, un reporter militaire en 1800 et quelques, qui a fait des écrits sur des athlètes féminines indigènes qui couraient, qui remportaient toutes les courses, et qui même, ils ont été obligés à un moment donné de limiter l'accès aux courses à certaines femmes parce qu'elles remportaient par rapport aux hommes, etc. Donc, et elles, bien sûr, ce qui les attirait, c'est qu'il y avait des prix en dollars, plus ces fameuses robes, tissus et autres laines qu'elles pouvaient récupérer. Alors, ce qui moi m'intéresse, c'est finalement on a le modernisme de notre société européenne et puis la primitivité, l'aspect primitif des tribus. Et quand on regarde ça, on se rend compte qu'il a fallu attendre 1972 pour que les États-Unis créent un amendement dans les pratiques physiques et sportives pour autoriser les pratiques féminines. Donc on est en 1972, alors que les courses, on les retrouve dès le 17e, 18e, dès les premiers écrits chez les 500 nations, donc les tribus. Et il a fallu attendre 1984 pour que les femmes soient autorisées à courir le marathon. Donc on peut, sans polémiquer ou faire de la comparaison facile, mais mesurer un peu qu'est-ce que le modernisme et qu'est-ce que l'aspect primitif, au moins dans ce domaine des jeux. On retrouve aussi ces jeux dans les cultures du Sud. Au Brésil, il y a une course, ça s'appelle la course du bloc. Donc ils vont tailler un énorme arbre, ils coupent des morceaux. Alors il faut voir, c'est des blocs énormes de plusieurs kilos. Et des courses sont organisées par sexe, par catégorie, et il faut amener le tronc le plus important jusqu'au centre de la place, du village. Et là, on se rend compte que les enfants participent avec des petits blocs. Alors il s'agit en fait, c'est par équipe, et on se le passe. C'est une sorte de relais et il faut l'amener jusqu'à la place du village, y compris maintenant. Et on se rend compte que finalement là, il y a ces courses-là sont réservées, enfin, elles appartiennent à tout le monde, mais il y a des courses réservées aux femmes. On a fait des catégories par rapport aux femmes, le poids est calculé par rapport à leurs possibilités, etc. Donc finalement, tout ça, on se rend compte qu'il y a un certain modernisme et que là, on peut déjà commencer à analyser, on aurait pu le faire avant, mais j'y ai pas pensé, à dire que finalement, la place des femmes, ici, dans les jeux, reflète la place dans leur société. C'est-à-dire qu'il y a une parité, il y a une égalité dans ces sociétés brésiliennes, et que finalement, on la retrouve dans le jeu, puisqu'elles participent avec le même entrain et puis les mêmes possibilités que les hommes. Dernier exemple, les jeux de lutte. Alors les jeux de lutte, ils sont intéressants parce que jeux de lutte, combat, armes, donc ce sont des jeux qui sont très connotés, guerriers, et si on prend l'exemple des jeux européens, les femmes n'avaient pas accès aux jeux de lutte et surtout avaient l'interdiction, donc on évitait qu'elles aient des armes dans les mains. C'était pas à elles d'assurer la défense.
Et finalement, quand on regarde le Japon, il y a un jeu, enfin c'est pas un jeu, c'est un sport de combat, c'est un très très long bâton avec une faucille qui est mise au bout. Et les femmes à l'époque Edo, donc c'est du 17e, 1600 et quelques jusqu'à 1860, avaient obligation de de pratiquer ce sport de combat. Alors en fait, ce qui était recherché aussi, c'était à la fois un développement corporel, physique, et puis à la fois c'était une manière de pouvoir se défendre et de maintenir l'ennemi à distance, donc pas de contact physique, à travers ce jeu. C'est le Naginata, s'appelle ce jeu. Donc je ne sais pas la prononciation japonaise. Et à l'heure actuelle, donc après, à la fin de la période Edo, en fait, ce qui a faussé les données, c'est l'arrivée des armes à feu. Qui, bien entendu, on a repoussé ces jeux-là. Et les femmes s'en sont un petit peu détachées. Disons qu'il n'y a plus l'obligation. Mais en revanche, c'est une des pratiques, un des sports de combat les plus pratiqués chez les femmes au Japon à l'heure actuelle. Alors pour comprendre cette période-là, il y a le film qui est sorti là avec Tom Cruise sur le Japon là. Je sais pas si vous l'avez vu là. Non. Où c'est justement, c'est intéressant, c'est la période, c'est le dernier samouraï ou un nom comme ça, je sais pas les cinéphiles. Et ça montre bien justement l'arrivée des armes à feu et la fin de cette période-là où on était dans des sports de combat, d'approche. Ça, c'est la petite référence cinématographique de la journée. Par rapport à ces jeux-là, donc on voit que l'Europe a eu du mal à accepter les jeux de combat, les jeux de lutte chez les femmes, et à tel point que si on regarde l'évolution à l'heure actuelle, le judo n'est rentré qu'en 92, aux Jeux Olympiques de Barcelone en 92. Les jeux de lutte sont rentrés cette année en 2004, et la boxe est toujours interdite pour les femmes. Donc il n'y a pas de combat de boxe féminin à l'heure actuelle. Donc ça montre bien un peu ce problème sur lequel on a du mal à se pencher, sur est-ce que les femmes peuvent pratiquer un sport de combat, y compris dans du sport de très très haut niveau. En conclusion, on se rend compte qu'il n'y a pas de modèle universel de partage des sexes et des jeux. C'est impossible de dire ce qui se passait en Europe était à l'identique dans des tribus, puisque je montrais qu'il y a quelques exemples où les tribus étaient en avance parce que les femmes pratiquaient, et ça depuis longtemps. En Europe, on avait aussi des courses, donc finalement, il n'y a pas d'analyse. Et on peut penser qu'en fonction de la place de la femme dans la société, alors notamment dans la société primitive, on a des répercussions dans leur jeu. Mais c'est des analyses qui restent à faire. Donc il faut retrouver des données difficiles, essayer de comprendre à travers ce que nous ont dit les historiens d'époque qui se basaient sur le modèle masculin. Donc il y a tout un travail à faire et qui n'a pas été fait. Je le répète, ça n'a pas été fait parce que les jeux traditionnels, tout le monde s'en fiche. C'est pas le sport, c'est intéressant, les jeux traditionnels. Alors maintenant il y a le renouveau des jeux traditionnels, donc on commence à en parler. Mais dans nos cultures, parce que ça dépend, dans d'autres cultures, on retrouve la place des jeux traditionnels. Donc déjà, il faut que les gens s'intéressent à ça, et puis en plus, on leur demande de s'intéresser à la place des femmes dans ces jeux-là. Donc il y a vraiment des sujets de recherche à faire. Alors on va basculer au sport moderne, donc du 19e siècle, codification. Alors un exemple parlant, le jeu du lacrosse. Alors le jeu du lacrosse, c'était un jeu qui était en Amérique du Nord, répandu sur tout le continent. On appelait ça les jeux de lacrosse parce que quand les Français sont arrivés, c'était un bâton recourbé. Donc soit la balle était frappée, soit il y avait un filet et la balle était portée. Et quand on le regarde, ça ressemble à une crosse d'évêque. Donc les premiers Français qui sont arrivés, on dit ils jouent au jeu de la crosse, donc de la crosse d'évêque. Ce jeu-là, il était donc réparti sur tout le continent. Et il n'était absolument pas codifié, c'est-à-dire qu'on pouvait gagner en touchant deux équipes s'affronter, il fallait toucher soit un poteau, soit amener la balle dans une couverture, soit la faire passer entre deux poteaux. Ça, c'était le jeu. Mais il n'y avait pas de règles. C'est-à-dire qu'on pouvait s'affronter à 1000 contre 1000, 2000 contre 2000, et c'est pas exagéré, parce qu'on a des récits là-dessus, ou 7 contre 7. Alors il y a des tas d'exemples, si vous regardez Pocahontas, deuxième référence, Pocahontas, quand commence la bande-annonce, là, on voit les gamins et les garçons et les filles jouer à ce jeu de lacrosse. On le retrouve aussi dans d'autres films. Le dernier des Mohicans aussi, il y a une petite scène où on les voit jouer. Enfin bref. Et ce jeu-là, donc il n'était pas codifié.
On n'avait pas de record, ça c'était pas important. On retrouve, comme chez les Grecs, pas de record, pas de codification des espaces, on pouvait jouer partout. Donc on pouvait jouer d'une vallée à l'autre, à travers une forêt, ou alors c'était les limites de la forêt, de la rivière qui déterminaient le terrain. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les colons sont arrivés, ils ont commencé à noter comment se jouait le jeu. Puis après, ils ont commencé à dire, ben, on va voir, est-ce qu'on pourrait pas délimiter le terrain? Puis après, est-ce qu'on pourrait pas limiter? Et alors, ils faisaient jouer les Indiens, mais avec leur mode. On a dit, voilà, là, on vous a tracé un terrain, puis commencez à jouer. Puis après, non, vous allez jouer qu'à 10 contre 10. Puis après, il faut marquer dans tel but. Et finalement, ils l'ont codifié, et en 1800 et quelques, un Canadien, George Beers, il a codifié, et maintenant, c'est le jeu, c'est le sport numéro 1 au Canada, la crosse. Bon, peu de gens le savent, mais alors il y a un championnat international, une Coupe du Monde, championnats nationaux, donc c'est les Américains, les Canadiens qui jouent, mais on le retrouve aussi en Allemagne, un peu partout. Et voilà, ça c'est un exemple de comment on passe d'un jeu traditionnel à un jeu sportif codifié avec des numéros, etc. Là, on est donc à la naissance du sport, donc avec sa codification, ses records, la performance au centre, alors que la performance n'était pas au centre des jeux traditionnels. Donc la naissance des Jeux olympiques. Alors si on regarde un petit peu ce que l'on sait, les femmes n'avaient pas accès aux Jeux olympiques. Les femmes mariées n'avaient pas accès dans l'enceinte. Seules les jeunes filles avaient accès. Et il semblerait que, parce que bon, c'est plus ou moins contredit, mais enfin il y avait des jeux qui étaient typiquement féminins, qui étaient une course, et qui étaient faits entre deux olympiades masculines, entre guillemets. Donc les femmes pouvaient participer à ces jeux-là. Et on a une anecdote pour bien marquer donc la différence sexuelle, les athlètes étaient nus. Donc on était sûr que c'était des hommes. Et il s'est passé une époque où seuls les hommes étaient nus. Bon, les athlètes, je veux dire. Et un jour, il y a une femme, Rhodes, c'était à Rhodes, dont les enfants étaient des champions reconnus, notamment au pancrace, à la boxe. Et puis, elle voulait absolument, donc de plusieurs générations de champions olympiques, elle voulait absolument voir ses fils gagner. Donc, elle est rentrée à l'intérieur du stade, mais déguisée en entraîneur. Et puis, devant la victoire de son rejeton, elle a craqué, donc elle lui a sauté dans les bras. Et là, scandale, une femme, etc. Donc, ils ont légiféré, alors elle risquait beaucoup. On lui a sauvé la vie parce que des enfants, et puis il y avait une longue génération d'athlètes, et comme ça devenait des dieux au bout d'un moment, face à leur performance, donc elle a eu la vie épargnée. Mais après, on a dit, puisque c'est ça, les entraîneurs devront aussi être nus, de manière à ce qu'on n'ait plus ce problème-là. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles n'avaient pas accès au stade, mais à la fois, elles avaient une certaine pratique. La première, c'était la course du stade. Le stade, c'était la distance qu'elles devaient parcourir, donc c'était une course. Et puis, bon, les jeux ont disparu. Coubertin est arrivé et a décidé de les remettre au goût du jour. Et ce brave Coubertin, il avait quand même des paroles. Alors, il a un côté avant-gardiste et moderne, on va le souligner, mais en revanche, au niveau des femmes, il y avait un problème, ça passait pas. Et les femmes ne devaient pas, pour lui, ne pas pratiquer. Et il a cette phrase, enfin, ces jolies phrases. Techniquement, les footballeuses ou les boxeuses qu'on a déjà tenté d'exhiber ça et là ne présentent aucun intérêt. Ce seront toujours d'imparfaites doublures. Je vous laisse apprécier. Le véritable héros olympique est, à mes yeux, l'adulte mâle individuel. Je n'approuve pas personnellement la participation de femmes à des concours publics, ce qui ne signifie pas qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer un grand nombre de sports, mais sans se donner au spectacle. Ça, c'est important. Aux Jeux olympiques, leur rôle devrait surtout, comme aux anciens tournois, de couronner des vainqueurs. Une olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Donc là, elles sont rhabillées, terminées, donc pas de femmes au stade. Jusque dans les années 20, on l'a suivi. Bon, il était président du Comité international olympique, donc on a essayé de suivre un petit peu ce qu'il disait. Et malgré la pression sociale, puisque dans les années 20, il y a une modification de la place des femmes dans la société, lui, il était contre. Ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas participé aux Jeux olympiques en 1910. En 1900, elles étaient 12 déjà à participer. Donc à chaque Olympiade, on les retrouve, qu'elles ont participé. Mais il a fallu attendre 28 pour que là, vraiment, elles participent avec notamment l'intégration de l'athlétisme féminin, où là, elles ont vraiment pu s'exprimer.
Alors maintenant, pour en revenir à Coubertin, est-ce que c'était un méchant misogyne, hein? Sa position était avant-gardiste sur certains points. L'exemple, c'est l'intégration du sport, du self-government, de l'autonomie. Donc ça, c'était des choses qui étaient extrêmement modernes à l'époque. La preuve en est, c'est que l'école en a pas voulu. S'il s'est penché sur les Jeux Olympiques, c'est que l'éducation physique et sportive à l'époque n'a pas voulu de ces théories anglo-saxonnes, de ce modèle anglo-saxon, parce que ça correspondait pas à l'éthique scolaire d'époque. Donc finalement, lui, il dit moi le sport, je vais en faire de manière fédérale. Il a réinstauré les Jeux Olympiques, enfin rénové les Jeux Olympiques. Alors pourquoi? Donc il était assez avant-gardiste. Il était contre le fait d'enrégimenter les enfants. Donc ça, c'est une position moderne à l'époque. Maintenant, je crois que sa position était plus de protéger les femmes. Alors même si ça paraît un peu bizarre, c'est pas du tout pour le défendre, mais à l'époque, la femme était faite pour enfanter. Donc avec une image particulière, avec un physique particulier, on reviendra là-dessus. Et pour Coubertin, il avait déjà senti, et ça c'est très très intéressant pour ceux qui se pensent dessus, sur ses écrits des Jeux Olympiques. Très rapidement, 20-30 ans après la rénovation, il disait « ça devient n'importe quoi ». Il y a du dopage, il y a de la tricherie, ça nous échappe complètement, ça devient trop gigantesque. Donc déjà, il avait un regard critique et il savait que si on introduisait les femmes là, on les mettait à la vue et disons qu'elles étaient au spectacle et qu'on n'allait pas apprécier leur performance, mais qu'on allait finalement se jouer d'elles à travers un spectacle sportif. Vous voyez ? Et ça, et je crois que c'était vraiment sa position. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les mettre dans ce monde-là. Parce que c'était presque du domaine de la perversion pour lui, si on les mettait là-dedans. Donc je crois qu'il y avait ce souci de protection. Et puis les barrières, bien sûr, ont sauté. Il y a eu une conférence à Prague, je ne sais pas si j'ai noté, au CIO à Prague en 25. On a dit, parce que la pression sociale était énorme, hein, parce que les femmes pratiquaient à l'extérieur des Jeux Olympiques. Et on lui a mis la pression. On a dit, maintenant, en 25, on va se réunir, le CIO, et on va décider si oui ou non les femmes participent officiellement aux Jeux Olympiques, donc de manière officielle. Toute la conférence, on a évité d'en parler. Et finalement, on en a parlé dans les couloirs. Donc ça n'a donné lieu à aucun texte, aucune législation là-dessus. Donc on essayait d'éviter, de trouver une solution par rapport à ça. Jusqu'en 28, où là on a dit, d'accord, on introduit l'athlétisme féminin et donc les pratiques. Coubertin aussi, il faut savoir que, je le défends pas, j'ai pas de parenté, mais c'était un homme de son temps aussi, hein, il faut replacer ça. Donc moi j'ai souligné le caractère novateur et avant-gardiste de l'homme, mais on est à la fin du 19e, début du 20e siècle, c'est pas 2004. La place donc de la femme est particulière. Et lui, finalement, il s'appuie aussi, par exemple, sur ces Jeux Olympiques. Il a dit les Jeux Olympiques, c'est une religion sportive. Religio athletae, il appelait ça. Et la religion. Et pour ça, il s'appuyait sur la religion officielle d'époque. Et il s'appuyait sur les dires de Pie XI, par exemple, qui disait à l'époque que les femmes et la pratique sportive ne devait pas être féminine. Donc lui, il s'appuyait là-dessus. Il y avait des notables, des médecins aussi qui disaient c'est mauvais pour les femmes, il ne faut pas qu'elles pratiquent. Donc lui, il s'est appuyé sur ces références d'époque en fait. Alors par contre, ce qui est regrettable, c'est qu'il est mort en 37 après les JO 36 et qu'il n'avait pas changé d'un iota. Pourtant, la société avait évolué. Donc là, je crois qu'il y avait un tournant qu'il aurait pu vraiment marquer son temps, encore plus qu'il ne l'a fait, puis il n'a pas su le saisir. Tant pis pour lui. L'après-deuxième guerre mondiale, par contre, a marqué l'avènement des femmes dans le domaine sportif, et notamment en 64, où là, on ouvre à quasiment toutes les épreuves physiques. Et il y a une petite anecdote, en 28, on ouvre l'athlétisme, et on ouvre le 200 mètres aux femmes. Les femmes courent le 200 mètres, comme tout un chacun, ou comme des athlètes, comme on trouve, qu'est-ce qu'on fait? Elles arrivent épuisées, et elles s'assoient, elles s'allongent, etc. Et ça a marqué, donc il y a eu des photos qui ont été prises en disant, mais regardez ce que fait le sport. Elles sont toutes allongées, elles sont en train d'agoniser, et voilà, c'est ça le sport, voilà ce que vous êtes en train de faire à nos femmes.
qui doivent assurer les descendants. Donc ça a marqué les esprits et finalement ça a été repris et on l'a réintégré qu'en 64, le 200 mètres, cette épreuve-là. Parce que on a montré physiologiquement aussi, on a avancé dans les recherches, on a montré que finalement on a le droit de se reposer en arrivant, quoi. Ou que l'effort est tellement violent, si vous voyez un effort de 400 mètres, elles ont envie de se reposer un petit peu avant de faire leur tour d'honneur. Et puis cette époque aussi, l'après-guerre va montrer, et ça c'est marqué très, très nettement, la modification des corps et de l'image du corps. C'est-à-dire que la femme, dans les années 20, on a une image très liée qui est une femme aux hanches larges, à forte poitrine, parce qu'elle peut enfanter et nourrir les enfants, donc assurer la descendance. Et comme on est dans des périodes de guerre, avec des maladies multiples et variées comme la tuberculose, qui déciment des populations entières, il faut qu'on assure la descendance. Donc, on a une image de la femme qui est particulière, et là, le sport dit, les femmes intègrent le sport et disent, attendez, on a plusieurs modèles corporels à présenter. C'est-à-dire que si vous êtes une fondiste, si vous êtes une sauteuse en longueur en hauteur, si vous êtes une lanceuse, on a des corps différents. Même à l'heure actuelle, on essaie d'avoir des corps identiques, mais on a des corps qui sont complètement différents. Et on a aussi une logique du muscle qui change, c'est-à-dire que du muscle rond, on commence à avoir des muscles longilignes qui apparaissent. Et là, ça amène à une autre partie qui est que finalement, qu'est-ce qui a permis l'avènement des femmes dans le sport? C'est à la fois un contexte socioculturel qui change et deuxièmement, le rôle de certaines personnalités. Alors le contexte socioculturel, j'en ai déjà parlé, dans les années 20, il y a un vent de liberté qui souffle sur la gente féminine. Vous avez Marguerite qui écrit La Garçonne, qui est un modèle féminin, donc c'est un roman qui a un succès énorme et qui va amener un modèle de société complètement différent. C'est-à-dire que la femme peut être l'égale de l'homme, c'est-à-dire qu'elle a la même liberté d'agir que l'homme. Alors ça, c'est révolutionnaire. Elle peut se couper, donc il y a le modèle des cheveux courts, une silhouette longiligne. On a l'apparition de revues féminines sur la santé, sur la mode. On a Poiret qui libère la femme du corset, donc ça aussi, c'est pas rien. On a Coco Chanel aussi qui s'oppose à la vision qu'on avait de la maternité. Donc finalement, tout ça, ça fait que on a une liberté du corps féminin qui apparaît. On a aussi une vision nouvelle de la femme qui s'impose, parce que là, elle s'impose. Et on a aussi un modèle d'expression qui apparaît. On va parler de plastique féminine. Certains auteurs comme Georges Hébert qui a travaillé sur la méthode naturelle, donc c'est ce qui reste un petit peu à l'heure actuelle dans les parcours de santé, etc. Mais lui, il parle de la plastique féminine. Voilà, il parle de la plastique. Ce qui fait la beauté, c'est un corps mince et musclé qui se meut avec aisance. Corps mince et musclé qui se meut, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un modèle d'immobilité. C'est-à-dire qu'avant, le modèle de la femme, c'était le modèle de l'immobilité, le corps immobile. Et là, finalement, on dit, voilà, elles ont le droit de bouger et en plus, elles peuvent affiner leur silhouette, etc., ce qui va à l'encontre de la conception de la maternité. On a l'apparition aussi de tenues vestimentaires différentes. Suzanne Lenglen, elle a révolutionné le tennis, non seulement le jeu du tennis, mais on reviendra, elle est arrivée avec des tenues, des robes un peu plus courtes, les bras nus. Donc, elle a amené un nouveau modèle. Et si on regarde un peu plus près, on a par exemple une citation d'Ovide, 43 avant Jésus-Christ, qui écrivait dans Métamorphose, « Il y avait une fois une femme, peut-être en as-tu entendu parler, qui surpassait à la course même des hommes agiles. Ce qu'on en rend compte n'est pas une fable, il est exact qu'elle ait surpassé tous, ce que l'on admirait le plus en elle, la vitesse de ses pieds ou le prestige de sa beauté. » 43 avant Jésus-Christ, donc on était quand même sensible. Donc ce modèle féminin, il va gagner et il va permettre, ce modèle sociétal, culturel, va s'imposer et va permettre notamment l'accès des femmes au sport. Alors maintenant, quelques exemples, avant de conclure, sur ces pionnières ou celles qui ont fait avancer les choses. Alors vous avez Alice Milla, qui est peu connue, qui est quasiment pas connue même, on peut dire. C'est d'un point de vue sportif, elle n'a pas fait une brillante carrière, c'est une rameuse. Donc quand on la voit physiquement, elle est plutôt un peu boulotte, donc elle n'est pas dans les canons sportifs, on pourrait... Voilà. Donc c'était une bourgeoise, polyglotte, cultivée, qui était traductrice de son état.
Et elle a créé la revue Femina. Elle était présidente de la revue Femina. Et dans cette revue, elle a créé une partie qui s'appelait La Femme sportive. Et c'était une espèce de journal, de magazine dans lequel on parlait des exploits sportifs féminins. Elle, c'est le pendant en jupon de Coubertin. C'est-à-dire qu'elle a fait autant pour développer le sport féminin que Coubertin en a fait pour limiter le sport féminin. Elle a créé la Fédération française de sport féminin et plus tard la Fédération internationale de sport féminin. En 1907, elle a essayé de faire inclure l'athlétisme aux Jeux Olympiques d'Anvers. Et puis Coubertin a dit non. Donc Mia, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a créé donc la Fédération internationale et elle a créé les Jeux internationaux féminins. Donc en fait, c'était le modèle de Jeux Olympiques, mais au féminin. Donc elle les a créés à Monte-Carlo en 21. Et donc plusieurs nations étaient représentées. Et ça, c'était une forme de provocation et aussi c'était pour s'opposer au fait que Coubertin ne voulait pas les Jeux. Et après, elle a créé des tombolas, par exemple, pour récolter de l'argent, pour créer des stades d'entraînement féminins à Paris. Et puis, elle a tellement été vilipendée qu'en 28, elle a dit « Bon, allez, je me retire, j'en ai marre ». Puis en 28, il se trouve que elle a eu une première victoire puisqu'on a accepté l'athlétisme féminin aux Jeux. Mais ça a été vraiment une pionnière. Et donc, on a eu... alors, il y a eu 21, 22, 23. Elle a créé plusieurs fois ces Jeux internationaux. Et elle reprenait exactement les rites des Jeux Olympiques avec une cérémonie d'ouverture, une remise de médailles. Donc, c'était vraiment pour s'opposer à Coubertin. Après, il y a deux exemples. C'est Mildred Didrikson. Alors, c'était une Californienne. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que elle avait 18 ans en 32 et elle a été triple médaillée en athlétisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a incarné la jeunesse féminine. C'est-à-dire que pour les gens, ne pouvaient concourir aux activités sportives et gagner que des jeunes parce qu'elles avaient du temps pour s'entraîner, elles avaient les potentiels, et que donc c'était le modèle gagnant, entre guillemets. Et puis, quelques années plus tard, une décennie et demie, il y a une autre athlète qui a fait évoluer ce statut, donc c'était en 48, et c'est Francina Blankerscone. Je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais elle, c'était une Hollandaise, et c'était une mère de famille. Et là, pour la première fois, on découvrait qu'on pouvait être mère de famille et championne olympique, c'est-à-dire que gérer sa famille et gérer sa carrière sportive. À l'heure actuelle, on en parle un peu, mais bon, les sportifs de haut niveau et des enfants, c'est pas mis en avant. Alors là, on a vraiment découvert. Et alors, pour bien marquer ça, symboliquement, elle est rentrée à Amsterdam après ses victoires avec ses enfants sur les bras. Donc il y a eu plein d'images en montrant, regardez, elle est mère de famille et en plus elle est championne olympique. Donc elle a un statut tout à fait particulier. Autre personnage important, Suzanne Lenglen, qui elle a révolutionné la tenue et puis l'image qu'on avait du corps féminin. Et quand on regarde les images, on la voit toujours bondissante avec la jupe soulevée, etc., très aérienne. Et puis bon, ça a été un modèle social. Surtout, ça a été la première professionnelle aux Jeux Olympiques, première professionnelle dans le monde sportif. Autre personnage aussi, donc on balaye juste une petite série là, Micheline Ostermeyer aussi. Donc là, c'est un peu plus récent. Donc elle, ça a été la première disons qu'on s'est attaché en disant mais elle était championne olympique en athlétisme, notamment en lancer, et en plus c'était une concertiste, une pianiste avec une très grande culture. Et là, on s'est dit tiens, les femmes peuvent avoir des capacités athlétiques et aussi réussir dans le monde, dans d'autres, donc faire des études ou avoir une grande culture, etc. Donc elle aussi, elle a amené finalement une autre vision, un petit chamboulement là, au niveau de la vision des femmes. Marie-Jo Pérec, elle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a amené l'esthétisme. C'est-à-dire qu'elle avait l'agilité, la grâce de la course. Alors, on le retrouve aussi chez d'autres athlètes, mais c'était très marqué dans sa silhouette, etc. Souvent, on soulignait, elle avait une foulée très, très souple et elle incarnait vraiment la féminité dans tout ce qu'il y a de plus esthétique, y compris, elle a fait des défilés après, et bon, après on reviendra sur elle. Et enfin, Griffith Joyner, alors
je sais pas si vous vous rappelez d'elle, c'était une championne 100 mètres. Alors elle, c'est un exemple tout à fait particulier parce que d'une Olympiade à l'autre, elle a pris une masse musculaire énorme. C'est devenu une athlète incroyable alors que ses performances étaient tout à fait modestes. Et d'un seul coup, elle a explosé tous les chronos. Je crois qu'elle est encore détentrice de record du 100 mètres. Et là, finalement, elle a montré le travers ou la dérive aussi du modèle sportif féminin. Et ça, on peut l'analyser en 2 secondes, c'est-à-dire que pour se faire admettre dans une société masculine, les femmes sont obligées, c'est un modèle classique, obligées de se référer au modèle dominant. Donc le modèle de masculinité, force, et après, dans un second temps, elles apportent leur propre culture, leur propre vision, et elles transforment ce modèle-là. Mais pour se faire accepter, il faut qu'elle passe par ce modèle-là. Et là, on est allé jusqu'à l'extrême chez cette femme, qui était chargée certainement à mort, bien que ça n'a jamais été démontré. Et la preuve en est, c'est qu'elle est décédée à 34 ans dans une course, une rupture comme ça. Mais finalement, là, on est dans le travers de la pratique sportive féminine et du modèle, parce que on était dans une époque de Ben Johnson et tout ça, des gens qui étaient extrêmement chargés avec une masse musculaire très importante et efficiente. Et là, donc, on est dans cette dérive. Alors, en conclusion, on se rend compte que la pratique féminine, elle évolue sur 3 critères. Donc, le premier, c'est que, on a un triple constat, pardon. Le premier, c'est que les femmes sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus visibles. Donc, si on prend les Jeux d'Athènes, par exemple, ils ont enregistré un record avec un pourcentage de concurrentes supérieur à 40%. Donc, on est à 40,6% de femmes aux Jeux Olympiques. Ce chiffre en constante augmentation par rapport à d'autres Jeux. À Sydney, c'était 38,2, Atlanta, 34,2. Mais si on compare à des Jeux plus anciens, où là c'est plus parlant, on a doublé par rapport aux Jeux de Montréal en 76, donc 76-2004. Et si on prend les Jeux de Tokyo, 64, on a triplé. Donc 64, ça fait 40 ans. Donc à 40 ans, on a triplé la représentativité sportive féminine. Donc c'est énorme. La hausse du nombre d'épreuves aussi. Donc elles sont quasiment partout, les femmes, représentées dans tout. Je crois qu'elles sont pas au baseball, mais il y a le softball. Elles sont pas en boxe, mais il y a très peu maintenant d'épreuves dans lesquelles elles ne sont pas représentées. Deuxième constat, c'est que les corps sont différents. C'est-à-dire que maintenant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que finalement, en fonction des épreuves, on accepte des corps longilignes, des corps beaucoup plus musculeux si vous êtes une lanceuse de poids, ou etc. Donc on a aussi un côté esthétique aussi qui est important. Et par exemple, la perche. La perche, c'est un modèle de force. On a tendance à dire c'est de l'agilité, mais si vous avez le jour l'occasion de croiser des perchistes, ils ont un torse et une force musculaire extrêmement importante parce que même si la technologie avance, les perches, il faut les plier. Je peux vous dire qu'il faut être costaud pour appuyer. Donc, on est sur un modèle de force. Et la technologie a fait que maintenant, on n'est plus dans les perches en bambou, en bois, etc. On est dans des perches avec des matériaux composites, donc beaucoup plus flexibles. Donc, on a besoin d'un peu moins de force et on passe sur un modèle d'agilité. Donc, on est moins sur la force musculaire que sur l'agilité. Et les femmes se sont engouffrées dans ce modèle. Et à l'heure actuelle, on a une couverture médiatique. Vous ne pouvez pas échapper à la perche féminine. Et notamment aux Jeux Olympiques où il fallait retransmettre ça. Et en plus, comme les femmes découvrent cette activité-là, elles sont à fond là-dedans. Et puis les records, je crois qu'elles ont battu le record de France des hommes des années 60, là. Donc elles vont très très vite. Alors bien sûr, il y a le matériel qui y fait, mais elles ont une marge de progression tellement énorme que ça devient médiatique et surtout, c'est joli à voir. Donc, on est dans l'esthétique. Et la dernière remarque qu'on pourrait faire, c'est même dans l'opprobre, les hommes et les femmes ont gagné la parité, c'est-à-dire dans la sanction. Et la preuve en est les Jeux d'Athènes. À peine les Jeux n'étaient même pas commencés qu'on a pris le sprinter et la sprinteuse grecque qui étaient des demi-dieux là-bas parce qu'ils sont champions olympiques. Et hop, tous les deux sont passés à la trappe parce qu'il y avait suspicion de dopage, et ils ont réussi à berner le CIO pendant des années. Mais là, on est vraiment dans la parité. Que vous soyez homme ou femme, vous avez triché, et donc sanction. Alors en conclusion, cette parité, elle reste quand même à relativiser. La première remarque, c'est que l'image reste importante.
Si vous êtes lanceuse de poids aux Jeux Olympiques, vous aurez une moins belle couverture qu'en avait Merlene Ottey, qui était une coureuse jamaïcaine magnifique, ou qu'en a par exemple Anna Kournikova, la tenniswoman. Enfin, elle n'a pas gagné grand-chose dans sa vie, et elle a une couverture médiatique énorme. Donc là, on est encore dans le domaine de l'esthétique, et donc on est encore dans un regard masculin. La féminité, deuxième remarque, est prise de plus en plus en compte, y compris dans ce qu'elle a de plus intime et dans ses dérives. Je prends par exemple Florence Artaud qui a gagné la course du Rhum avec son bateau, donc c'était un exploit fantastique, c'était en 90. Sur quoi s'est attachée la presse? C'est qu'elle a eu une énorme hémorragie pendant la traversée. Eh bien, les couvertures, je me suis penché là-dessus, les couvertures médiatiques, alors c'était difficile pour eux de dire on va pas parler qu'elle a eu des problèmes féminins très importants et abondants. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? La renaissance de Florence Artaud suite aux problèmes féminins qu'elle a eu, etc. Où c'est là-dedans qu'elle a pu puiser la force pour gagner. Alors que, bon, on aurait pu s'attacher à sa victoire et on allait chercher des symboles, y compris dans ce qu'il y avait de plus féminin. Donc là, on est vraiment dans des dérives qu'on peut dénoncer. Le modèle reste encore le modèle de la performance masculine. On sait qu'il y a des différences staturales, pondérales, tout ce que vous voulez, anatomo-physiologiques, mais malgré tout, c'est quand même les garçons qui courent les plus vite, donc c'est le 100 mètres masculin qui reste une référence. C'est les lancers masculins, c'est la perche féminine. On est encore dans ce modèle de référence-là. Donc on est encore dans une image masculine. Et petit exemple, il y a une chinoise qui s'appelle Zhang Shan en 92 au JO de Barcelone. C'était une épreuve de tir. C'était une épreuve mixte. Donc elle a concurré avec des hommes, elle a gagné. Donc elle a été championne olympique. Scandale, non pas sur le fait qu'elle ait gagné, mais une femme gagne des hommes dans une épreuve de parité. Donc qu'est-ce qu'on a fait? À peine on lui a remis sa médaille, la Fédération internationale de tir a dit bon, l'année prochaine et dans les prochains Jeux olympiques, mais il y aura une épreuve de tir féminine et une épreuve de tir masculine. Il faut surtout pas qu'on les fasse se confronter parce que si la femme gagne, ben là ça va plus. Donc ça a fait un random pas possible. C'était en 92. Avant-dernière remarque, la représentativité des sports. Des sports sont encore connotés masculins. Parler du rugby féminin, c'est une aberration. D'accord ? Que vont faire les femmes dans ce domaine-là? Rugby égale masculinité exacerbée, en voir les calendriers des dieux du stade, etc. Donc on veut surtout pas de femmes dans ce monde-là. En revanche, vous prenez l'équitation, où les femmes dominent, hein, enfin elles pratiquent beaucoup. À ce moment-là, on n'est pas sur un modèle sexué, mais sur un modèle social. On dit oui, mais c'est une certaine élite qui pratique. Donc c'est pas digne d'intérêt, c'est la bourgeoisie ou la haute bourgeoisie. Ceci dit, je vous renvoie au conflit qu'il y a eu entre les Allemands et les Français sur l'épreuve. Qui on a chargé? C'était cette pauvre Allemande qui a eu le tort de faire le demi-tour, mais on a bien insisté que c'était une tricheuse, que c'était une femme, etc. Donc, de temps en temps, une petite pique, ça fait pas de mal. Le traitement accordé aux femmes face à la compétition est aussi problématique. Quand vous regardez cette pauvre Marie-Josée Pérec, comme elle a été traitée, suite à sa contre-performance, et plus récemment, vous prenez l'exemple de, comment elle s'appelle, Christine Aron. Elle a raté son départ de 100 mètres en demi-finale. Mais qu'est-ce que les médias l'ont chargé? Est-ce que les hommes auraient eu la même couverture médiatique? Il faut voir les termes employés. Elle avait un préparateur psychologique, c'est un gourou. Elle s'est entourée de gourous. On a parlé de défaillance. Marie-Josée Pérec, on a parlé qu'elle était psychologiquement atteinte, qu'elle était paranoïaque. Et là, on oublie les prouesses et les records des femmes et des championnes qu'elles sont. Et là, vraiment, on jette tout le mal qu'on peut sur leur performance. Et dernier point, sur l'égalité des sexes. On voit qu'administrativement, la place des femmes dans les fédérations, je crois, mais je peux me tromper qu'à l'heure actuelle, en fédération internationale, il n'y a qu'une femme présidente. Et c'est justement en équitation. Donc toutes les fédérations internationales, il y a 4-5 ans, il n'y avait encore qu'une représentante. Quand vous prenez le CIO, le comité, vous n'avez que 2 femmes. Et les premières cooptations se sont faites en 81, donc depuis 1896. Pour être membre du CIO, il faut être coopté par ses pairs. Et la première cooptation ne s'est faite qu'en 81. Et donc, vous avez 10 membres sur plus de 100 représentants. Donc, 10 membres féminins. Donc, ça fait pas lourd, hein.
Et dernier exemple, notre ministre des Sports, il y a eu un arrêté européen en disant que tous les pays de l'Union européenne devaient favoriser l'accès, carrière de cadre et de cadre sportif des femmes. Donc assurer cette parité. Mais qu'a fait le ministre? Il a dit OK, mais comme ça le gênait parce qu'il a la pression de toutes les fédérations qui sont masculines, il a dit bon, on est d'accord, mais on entérinera ça après 2008, après les Jeux Olympiques. Alors que l'arrêté devait être appliqué immédiatement. Eux, ils ont trouvé une parade en disant bon, on repousse, on se donne du temps. Alors, donc c'était l'année dernière, donc on se donne 5 ans. C'est énorme, 5 ans pour appliquer ce décret. Voilà, merci. Oui, bien sûr. Quels sont les outils qui sont appliqués encore actuellement pour repousser l'entrée de la boxe féminine aux JO? Il faut savoir que pour qu'un sport accède au statut de sport olympique, il faut que le CIO le coopte, quoi. Et ça, c'est les membres des fédérations internationales. Plus votre fédération est importante, plus vous avez possibilité d'avoir cette représentativité. La boxe, c'est un milieu masculin, et donc ils ont décidé que pour l'instant, ça ne serait pas représenté aux Jeux Olympiques. Il ne faut pas croire que le CIO a un pouvoir comme ça de décider, tiens, ben, on va mettre du rugby ou on va remettre le tennis, etc. C'est vraiment les fédérations internationales qui décident de tout. Plus la fédération est importante, plus elle a de représentation. En athlétisme, ça ne cesse d'augmenter. Vous reprenez le kayak ou d'autres activités, elles disparaissent. Elles ont de moins en moins d'épreuves. Parce que la politique, c'est on va en supprimer. Mais l'athlétisme, la Fédération internationale d'athlétisme, c'est elle qui fait la pluie et le beau temps. Et autre facteur aussi, pour un autre élément de réponse, c'est l'Amérique est le principal bailleur de fonds. Donc la boxe américaine, elle a peut-être pas envie de voir arriver les femmes dans ce monde-là, du moins leur accorder la place qu'ils voudraient. Donc elle ne fait pas pression. Si elle fait pression, que l'Amérique dit, ben voilà, on décidera, ça passera. Parce que c'est, je vous dis, les fédérations les plus importantes et les Américains qui décident de tout. C'est triste, mais c'est comme ça. Hein. C'est eux qui amènent l'argent, c'est eux qui décident de quasiment tout. Hein. Il y a eu une suspicion au fait qu'ils choisissent les villes, etc. Mais bon, ils ont un tel pouvoir parce que c'est économique, et ceux qui ont le pouvoir économique, donc, ils décident de ce qu'ils veulent. Donc je pense que c'est les deux facteurs. Et puis aussi, on peut aller plus loin. Si on fait une analyse sociologique, est-ce que le public est prêt à voir ça? Quelle est la couverture médiatique de la boxe féminine? Moi, j'ai appris qu'on avait une championne là qui se débrouillait pas mal, une Française. Je ne sais pas si elle est championne du monde ou pas. Bon, j'en ai entendu parler, mais c'est toujours le pouvoir économique. Est-ce qu'on est prêt, nous, à voir ça, à voir ce spectacle-là? Est-ce qu'il y aura la couverture médiatique? S'il n'y a pas de couverture médiatique, il n'y a pas de rentrée économique, il n'y a pas de rentrée de fonds, donc toujours pareil, quoi. L'argent. Est-ce qu'on a l'exemple dans l'histoire de sport typiquement ou de jeux typiquement féminins pour lesquels des hommes auraient essayé de pratiquer? C'est-à-dire que faire l'inverse, en fait, de ce qui se passe pour parler de sport. Non. Les hommes essayent d'y entrer. Non. En jeu traditionnel, oui, certains jeux, mais pas dans le domaine des sports. Moi, j'ai pas d'exemple à vous donner. On n'a pas d'exemple de fédération de sport aujourd'hui, je sais pas moi, de la gymnastique, l'unité sportive pour les hommes, en train de se bâtir. Non. Ça s'opère plutôt, ce que j'ai dit, en l'inverse, quoi. C'est pas le modèle masculin qui vient se confronter au modèle féminin pour s'adoucir ou proposer autre chose, quoi. Mais bon, ça va peut-être changer, hein. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que les médias, justement, font beaucoup pour qu'un sport soit plus montré qu'un autre, qu'on appuie plus sur l'un que sur l'autre, etc. J'ai l'impression que la vraie importance des médias est aussi... Oui, ça, c'est évident que c'est eux qui font la pluie et le beau temps, mais les médias, c'est
les médias ne sont que le reflet de la société. Donc, qu'est-ce que vous voulez voir aussi non, majoritairement. Je crois qu'il faut pas aussi toujours dire les médias imposent un sport. Bien entendu, bon, ils vont vous imposer du foot, ils vont vous en mettre à toutes les sauces, ils vont mettre toutes les compétitions, mais il y a quand même des gens derrière qui sont demandeurs de ça. Parce que le jour où il n'y a pas de demande, bon, qu'est-ce qu'on a découvert dernièrement? Que l'athlétisme plaisait aux gens. Donc on a tenté des prime time avec les jeux, avec les championnats du monde, et ça a bien marché. Donc du coup, les Jeux Olympiques, on a mis de l'athlétisme et puis des pratiques féminines. Donc ça se fait, mais c'est le reflet de ça marche. Donc on va exploiter le filon. Juste après, il y a un exemple aussi, le handball féminin. Je ne sais pas si vous avez vu, ça fait plusieurs fois. Bon, on a des résultats aussi, hein, bien entendu, donc ça joue. On essaie de le médiatiser. Mais pour avoir discuté, moi, avec des journalistes, des choses comme ça, ils nous disent on a un mal fou parce que ça passe pas à la télé. On a des gymnases qui sont trop étroits. Le foot, qu'est-ce qui fait sa richesse à l'heure actuelle? C'est qu'il y a des caméras quasiment dans les pieds des joueurs, quoi. Donc vous avez des angles, vous avez un spectacle qui est monté, hein. C'est le spectacle sportif. C'est vraiment le show. Mais eux, ils me disaient, les caméramans, ça, ils disent, où placer nos caméras au handball? Quand vous avez des petits gymnases, parce qu'il n'y a pas les infrastructures, on ne peut pas placer les caméras, ça va très très vite. Donc on est obligé, il faudrait modifier les règles. Alors on en vient comme au tennis de table où on dit, on va augmenter le volume de la balle pour ralentir, parce que ça passe pas à la télé. Tennis de table, je sais pas si vous en voyez, même s'il y a des pratiques féminines ou masculines, ça passe pas à la télé. Donc on essaie de trouver. Le volley-ball, ça passait pas, parce qu'au bout d'1 heure et demie, 2 heures, vous allez faire autre chose. Ou alors il faut vraiment être fanat. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? On va faire des tie-breaks, on va faire un libéro. Donc on a modifié les règles. Donc là, c'est les médias qui ont du pouvoir sur les jeux pour les rendre... Le rugby à 7 est plus pratiqué dans le monde. Le rugby à 15, n'est pas. On ne peut pas sur 15 jours de Jeux Olympiques faire un tournoi ensuite. Parce qu'il y a un temps de préparation au rugby qui est plus important que le foot, par exemple. Et il faut remarquer que le foot commence déjà, je crois, 4-5 jours avant la cérémonie d'ouverture. Le rugby, c'est inapplicable, même si c'était un des premiers sports olympiques en 1924, je crois. Pour revenir sur le défi de Joyner, vous avez pas ce défi, enfin, je pense qu'il était pas battu, il est imbattable. Oui. Elles font environ 11 secondes en ce moment. Donc il y a à peu près, justement, un peu 1 seconde entre les hommes et les femmes. Et elle a 10,49 alors que les hommes sont à 1,79. Effectivement, j'ai lu un article la semaine dernière en disant que d'ici 20 ou 30 ans ou 40 ans, les femmes auraient des performances égales à celles des hommes. Alors l'argument, c'était pas le développement physiologique, mais que les femmes avaient tellement de retard dans le monde des sports, puisqu'on voit à 84 le marathon, qu'elles ont pris du retard dans les procédés d'entraînement et que donc petit à petit leur performance allait être très très vite, et on s'en aperçoit à la perche, et que aussi il existait beaucoup d'ethnies dans le monde qui n'étaient pas sensibilisées au monde du sport, avec des capacités athlétiques énormes, et qu'un jour ou l'autre elles seront mises en avant, et donc affaire à suivre. Rendez-vous dans les rendez-vous de l'histoire en 2024. Les propos sexistes de Pierre de Coubertin, vraiment fracassants pour les femmes. Moi, j'ai un peu l'impression que ça n'a pas beaucoup évolué, probablement aussi, bien sûr. Mais quand on entend des journalistes qui annoncent à peine la finale de son en hauteur, ils disent c'est la finale des top modèles. Ils ont dit et répété, ça je l'ai regardé avec beaucoup de plaisir. Donc, quelque part, c'est vrai que vous disiez que c'était qu'il y ait tant de femmes dans les Jeux Olympiques, c'était créer du spectacle plus que de la performance. Je crois que ça reste quand même dans les mentalités. Alors, est-ce que c'est davantage les hommes qui regardent le sport à la télé? Je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a toujours ce côté effectivement plastique, esthétique et le sport féminin. Bien souvent, c'est assez spectaculaire. Même s'ils s'en mettent, il est plus rapide pour les hommes. Bon, c'est vrai que Marie-Jo Montpellier, qui a une foulée extraordinaire, il y a des images comme ça qui et la femme dans le sport, je crois qu'elle reste encore dans les mentalités, dans la notion de spectacle.
Et justement, là, il y a une problématique qu'on pourrait étudier, c'est l'image que véhiculent les femmes aussi. Je ne sais pas si vous avez vu les tenues qui sont de plus en plus moulantes, de plus en plus près des corps. C'est vrai qu'elles arrivent, ou même si on prend l'exemple de la tennisman black là, qui arrive avec des tenues pas possibles. Bon, est-ce qu'elles sont pas en train de... est-ce que c'est une bonne chose de faire ça pour elles? Parce qu'elles rentrent justement dans ce spectacle, dans cette image. Alors, est-ce qu'elles doivent passer par là pour se faire admettre? Si c'est ça, c'est triste. Donc là aussi, c'est jusqu'où on peut aller, d'accord? Bon, la jeune musulmane qui courait avec son survêtement, etc., c'est sûr que ça fait... Puis les autres avec leurs shorts hyper moulants et leur tenue très très près du corps. Le commentaire sportif fait par les hommes, parce que si on regarde leur milieu aujourd'hui, les tenues des hommes sont aussi aguichantes que les tenues des tennis féminins. Et si les commentaires étaient faits par les femmes, on aurait peut-être le même style de remarque. Et le tennis, c'est que le tennis pour les hommes. Le tennis, c'est longtemps resté assez classique. La tenue blanche, la casquette a changé. On a changé du coup les casquettes. La casquette, c'est pas souvent le tennis. Et bon, il y a des hommes du tennis qui ont toujours adopté des tenues très... des caleçons roses, des jeans, etc. Il y a tout un tas de choses comme ça. Donc les hommes aussi, je crois, provoquent un peu le public en remettant des tenues un peu particulières. Justement, je t'ai posé la question par rapport à Agassi quand il était arrivé avec ses tenues. Je me dis, est-ce que ça a eu le même impact que n'a eu la tennis woman là, qui est arrivée avec ses espèces de bas, son short en cuir là ou sa jupe en cuir, je sais plus cette tenue. Moi, j'ai pas eu le temps de regarder si médiatiquement ça a eu le même impact, mais on en a parlé de ça. Sauf que les